Mes parents m'ont mis dehors à 17 ans, tu reviendras en suppliant dans un mois. Ma mère sourit d'un air suffisant. Mon père m'a claqué la porte au nez. Je me suis mis en colère, je n'ai jamais regardé en arrière. Mais 10 ans plus tard, mon téléphone était plein d'appels manqués. Il me suppliait de décrocher. Je m'appelle Camille, j'ai 27 ans, et aujourd'hui ma société technologique vient de clôturer un cycle d'investissement de 50 millions d'euros. Il y a 10 ans, je me tenais sur notre Porsche avec un sac à dos et 237 € en tout et pour tout. Après une décennie de silence, mes parents sont soudainement désespérés de parler. Dois-je répondre? D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre comment je suis passé d'une adolescente sans abri à PDG pendant que mes parents passaient de me couper les ponts à supplier mon attention. J'ai grandi dans ce qui ressemblait à une maison de classe moyenne parfaite, dans une banlieue tranquille de Paris. Notre maison n'était pas extravagante, mais elle était bien entretenue, avec une pelouse impeccable dont mon père, Philippe, était obsédé chaque week-end. Ma mère, Catherine, était le genre de personne qui se portait volontaire pour chaque comité d'association de parents d'élèves juste pour se tenir au courant des ragots du voisinage. De l'extérieur, nous étions la famille française idéale. Mais derrière notre porte d'entrée fraîchement peinte, la vie était régie par des attentes rigides et un amour conditionnel. Mes parents venaient de milieux conservateurs et croyaient que la réussite n'avait qu'une seule définition, grande école prestigieuse, carrière pratique, mariage précoce et 2,5 enfants. Toute déviation de cette voie n'était pas seulement découragée, elle était traitée comme une trahison personnelle. Mon frère, Nicolas, avait 3 ans de plus que moi et se conformait naturellement à la vision de mes parents. Il était le quart arrière vedette de son équipe de lycée, sortait avec le bon type de fils issus de bonnes familles et ne remettait jamais en question l'autorité de mes parents. Il maintenait une solide moyenne de 13/20, pas si haute qu'il soit considéré comme trop intello, mais assez bonne pour le programme de commerce de l'alma mater de mon père. Nicolas fut récompensé par une nouvelle voiture pour son 16e anniversaire, la liberté d'aller et venir comme il lui plaisait, et un flux constant de louanges. Moi, en revanche, j'étais câblé différemment dès le départ. Là où Nicolas était athlétique, j'étais analytique. Tandis qu'il s'épanouissait dans les situations sociales, je trouvais ma joie dans la résolution de problèmes et la pensée créative. À 12 ans, j'avais démonté et réassemblé 3 fois l'ordinateur de la maison, le faisant chaque fois fonctionner plus efficacement. Au lieu de me féliciter, ma mère me grondait pour avoir cassé des choses coûteuses, et mon père appelait cela « jouer » quand je devais étudier des sujets utiles. Quand j'avais 14 ans, ma professeure d'informatique, Madame Dubois, remarqua mes aptitudes et m'encouragea à rejoindre le club de codage. Pour la première fois, je me suis senti réellement vu. J'ai prospéré dans cet environnement, surpassant rapidement même les étudiants de dernière année. Lorsque Madame Dubois suggéra que j'envisage un avenir dans l'ingénierie logicielle, j'ai fait l'erreur de partager mon enthousiasme au dîner. La technologie n'est pas une carrière pour une jeune femme, dit ma mère avec dédain. Ces entreprises sont pleines d'hommes étranges qui ne te prendront pas au sérieux. Mon père ajouta, les programmeurs informatiques sont des dactylos glorifiés. Si tu veux travailler avec des ordinateurs, obtiens un diplôme de commerce comme Nicolas et gère les gens qui font ce genre de travail. Cette conversation marqua le début d'un conflit ouvert dans notre maison. J'ai commencé à rester tard à l'école pour utiliser le laboratoire informatique, disant à mes parents que j'étudiais quand ils insistaient pour connaître mes notes dans des matières importantes comme le français et la biologie. J'ai maintenu des notes excellentes partout juste pour les empêcher de restreindre ma passion réelle. À 15 ans, j'avais trouvé un emploi le week-end à la bibliothèque locale. Mes parents approuvèrent car cela semblait convenablement digne, sans jamais réaliser que je passais la plupart de mes quarts dans la section de référence à m'enseigner Python et JavaScript à partir de livres techniques. J'ai ouvert un compte bancaire séparé avec l'aide de Madame Dubois, qui est devenue ma mentor officieuse, et j'ai commencé à économiser chaque euro. L'approche parentale de ma mère reposait beaucoup sur la manipulation émotionnelle. Quand elle était déçue, elle retirait complètement son affection. Je ne comprends juste pas comment j'ai élevé une fille qui se soucie si peu des sentiments de sa famille, disait-elle quand j'exprimais des opinions qui différaient des siennes. Elle maîtrisait l'art du compliment empoisonné, tu serais si jolie si tu faisais juste un effort au lieu de fixer des écrans toute la journée. Mon père était moins activement cruel, mais tout aussi nuisible par sa passivité. Il contredisait rarement ma mère et utilisait son rôle de soutien de famille pour éviter l'implication émotionnelle. Ne contrarie pas ta mère, était sa réponse standard à tout conflit. Quand les choses escaladaient, il se retirait dans son bureau,
n'en sortant que pour infliger les punitions que ma mère avait décidées. À mesure que mon avant-dernière année de lycée progressait, la tension dans notre maison devint insupportable. J'ai découvert un talent naturel pour créer des solutions de code élégantes, et plusieurs de mes petits projets avaient remporté une reconnaissance régionale. J'ai gardé ces réalisations secrètes de mes parents, sachant qu'elles seraient ignorées ou interdites. Au lieu de participer aux activités de débutante que ma mère avait planifiées, j'ai postulé à des ateliers de codage compétitifs et construit un portfolio de travaux. J'ai géré cette double vie en devenant de plus en plus indépendante. J'ai pris des cours supplémentaires pour obtenir mon bac plus tôt, organisé mon propre transport grâce à un réseau d'amis, et passé le moins de temps possible à la maison. À 17 ans, j'avais presque 3000 € d'économisés, une collection de lettres de recommandation de professeurs, et une réputation grandissante dans les cercles technologiques locaux. Ce que je n'avais pas, c'était le soutien ou la compréhension de mes parents. Et comme j'étais sur le point de le découvrir, je n'avais pas non plus leur amour inconditionnel. Le catalyseur de mon expulsion de la maison est arrivé sous la forme d'un email par une chaude journée de printemps pendant mon avant-dernière année. J'avais été sélectionné pour TechArt, un programme d'été prestigieux à San Francisco pour jeunes codeurs prometteurs. L'intensive de 8 semaines comprenait du mentorat de leaders de l'industrie et l'opportunité de développer une application concrète avec une équipe de pairs. Encore plus incroyable, j'avais obtenu une bourse complète qui couvrait les coûts du programme, le logement, et même une allocation pour les dépenses. J'ai lu l'email d'acceptation dans la bibliothèque de l'école, les mains tremblant d'excitation. Pour la première fois, mon avenir semblait à portée de main. Pas l'avenir que mes parents m'avaient prescrit, mais un que j'avais choisi. Madame Dubois m'a serré dans ses bras quand je lui ai dit, les larmes aux yeux. « Tu vas changer le monde un jour, Camille », a-t-elle dit. Je savais que dire à mes parents serait difficile, mais je croyais aussi que le prestige de la bourse pourrait enfin leur faire voir la légitimité de ma passion. J'ai planifié mon approche soigneusement, imprimant des informations sur les anciens de TechArt qui avaient eu des carrières réussies et les entreprises qui recrutaient via le programme. Ce soir-là, j'ai attendu que le dîner soit terminé, quand mon père était généralement d'humeur la plus réceptive. « J'ai une nouvelle passionnante », ai-je commencé, posant le dossier à côté de sa tasse de café. J'ai été sélectionné pour un programme d'été compétitif à San Francisco. C'est entièrement financé et cela pourrait ouvrir des portes vers des bourses universitaires. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère posa sa fourchette à dessert avec une lenteur délibérée. San Francisco ? Université ? Mon père feuilleta les papiers sans vraiment les lire. Qu'en est-il du stage au cabinet comptable de l'oncle Robert dont nous avons discuté ? Tu n'as jamais mentionné avoir postulé à quelque chose comme ça, ajouta ma mère, sa voix prenant ce ton dangereusement calme que j'avais appris à redouter. Parce que je savais que vous n'approuveriez pas, ai-je répondu honnêtement. Mais c'est une opportunité incroyable. Moins de 5% des candidats sont acceptés. 5% d'obsédés d'informatique, corrigea ma mère. À peine une réussite sur laquelle baser des décisions de vie. La conversation se détériora rapidement à partir de là. Quand ils comprirent que j'étais sérieuse quant à l'acceptation de l'offre, ma mère exigea de savoir comment je paierais pour une escapade aussi insensée. Quand j'expliquai que c'était une bourse complète, elle devint méfiante. Où obtiendrait-il vos informations bancaires pour cette allocation, demanda-t-elle. Et c'est là que tout s'est dénoué. J'ai été forcé d'admettre que j'avais un compte bancaire séparé dont il ne savait rien. Le visage de mon père s'assombrit de colère quand j'expliquai mes économies provenant du travail à la bibliothèque. Tu nous mens depuis des années, dit-il, sa voix s'élevant, agissant dans notre dos, faisant des projets sans notre connaissance ni notre consentement. Parce que vous n'écoutez jamais, ai-je riposté. Vous n'avez jamais demandé une seule fois ce que je voulais ou ce pourquoi j'étais doué. Vous avez juste décidé de ma vie à ma place. Ma mère se leva, sa chaise raclant le sol. Donne tes coordonnées bancaires. Maintenant. Si tu vis sous notre toit, nous contrôlons tes finances jusqu'à tes 18 ans. Ce fut le moment où j'ai su que je devais faire un choix, me soumettre à leur contrôle et renoncer à mes rêves, ou tenir bon et affronter les conséquences. Non, ai-je dit simplement. C'est mon argent que j'ai gagné. Vous ne pouvez pas l'avoir. Le visage de ma mère se tordit de fureur. Tant que tu es notre dépendante, tout ce que tu as nous appartient. Ton père travaille dur pour subvenir aux besoins de cette famille et c'est ainsi que tu nous rembourses ? Par la tromperie et le manque de respect ? Je n'ai jamais demandé un centime à papa pour mon codage. J'ai utilisé mon propre argent, mon propre temps.
Du temps que tu aurais dû passer à te concentrer sur des activités appropriées, rétorqua ma mère. Je savais que ce travail à la bibliothèque était une erreur. Toutes ces heures sans surveillance. Mon père claqua sa main sur la table. Ça suffit, Camille. Tu as un choix à faire maintenant. Soit tu oublies ce camp d'informatique ridicule, nous remets tes économies pour que nous les gérions de manière appropriée et te réengages sur la voie que nous t'avons tracée, soit tu peux quitter cette maison. Je pensais qu'il bluffait. Papa, s'il te plaît, regarde juste ce que ce programme offre. Cela pourrait me préparer à obtenir des bourses dans de grandes écoles. Nous avons déjà discuté de tes projets d'études supérieures, interrompit ma mère. L'université régionale a un excellent programme de commerce près de la maison et les relations de ton père peuvent t'assurer une place malgré tes intérêts non conventionnels. Je ne veux pas étudier le commerce. Je veux créer des logiciels qui comptent. Ça suffit. Mon père se leva aussi maintenant. Tu as 17 ans. Tu ne sais pas ce que tu veux. Ta mère et moi avons des décennies d'expérience. Nous savons ce qui mène à une vie stable et respectable. Une vie qui me rendrait misérable. Les yeux de ma mère se plissèrent. Tant de drames. C'est pourquoi les filles ne devraient pas être encouragées dans les domaines techniques. Trop émotives pour la pensée logique. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Toutes ces années où mes capacités avaient été ignorées, mes rêves rabaissés et mon identité supprimée ont fait déborder le vase. Je vais à San Francisco, ai-je déclaré fermement. J'ai déjà accepté l'offre. Je pars dans 3 semaines. Ce qui suivit fut la dispute la plus explosive que nous ayons jamais eue. Ma mère m'a traité d'ingrate, de rebelle et de destinée à l'échec. Mon père a menacé de me couper complètement les ponts si je les défiais. Alors que je restais inébranlable, ma mère prononça l'ultimatum qui changerait tout, si tu franchis cette porte pour aller à ton camp de fantaisie informatique, ne te donne pas la peine de revenir. Nous ne soutiendrons pas quelqu'un qui rejette si ouvertement nos valeurs. Très bien, ai-je dit, ma voix étonnamment ferme malgré les battements de mon cœur. Je ferai mes bagages ce soir. Je pense que même alors, ils ne croyaient pas que je partirais vraiment. Ils étaient si habitués à ma conformité éventuelle que ma véritable défiance leur était incompréhensible. Alors que je montais les escaliers vers ma chambre, j'ai entendu ma mère dire à mon père, elle se calmera d'ici demain matin. Ce ridicule a assez duré. Mais je ne me suis pas calmé. Au lieu de cela, j'ai passé la nuit à emballer tout ce que je pouvais faire entrer dans mon sac à dos et un petit sac de voyage. Vêtements, mon ordinateur portable, documents importants que j'avais eu la prévoyance de sécuriser au fil des ans, acte de naissance, carte de sécurité sociale, relevé scolaire. J'ai transféré la plupart de mes économies sur un nouveau compte auquel mes parents ne pouvaient pas accéder, laissant juste assez sur le compte original pour éviter les frais de découvert. Quand je suis descendu le lendemain matin avec mes sacs, mes parents m'attendaient dans le salon. Le choc sur leur visage céda rapidement la place à une colère froide. Alors, c'est ton choix, demanda mon père, sa voix dure. Ça l'est, ai-je répondu, luttant pour garder ma voix ferme. Le visage de ma mère se tordit en un sourire cruel. Tu reviendras en suppliant dans un mois quand tu comprendras comment fonctionne le monde réel. Ne t'attends pas à un accueil chaleureux quand cela arrivera. Mon père ne parla même pas. Il se contenta de marcher jusqu'à la porte d'entrée, de l'ouvrir, et de me faire signe de partir. Alors que je mis le pied sur le porche, j'entendis les derniers mots de ma mère, aucune de mes filles ne choisirait les ordinateurs plutôt que la famille. Puis la porte se referma derrière moi avec une telle force que la couronne de bienvenue tomba au sol. À travers le panneau de verre décoratif, je pouvais voir le visage souriant d'un air suffisant de ma mère, si certaine de mon échec imminent. J'ai ramassé mes sacs et suis parti de la seule maison que j'ai jamais connue, terrifiée, mais en quelque sorte plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. La première nuit sans abri m'a frappé avec une clarté brutale. Alors que l'adrénaline de la confrontation s'estompait, je me suis assise sur un banc dans le parc municipal en regardant le coucher du soleil, la réalité de ma situation s'imposant. J'avais environ 237 € en espèces, mes économies sur un compte bancaire, un sac à dos de vêtements, et nulle part où dormir. Les défis pratiques étaient immédiats et accablants. Où allais-je me doucher? Où pouvais-je stocker mon ordinateur portable en toute sécurité quand je ne l'utilisais pas? Comment recevrais-je du courrier? Des questions que je n'avais jamais considérées sont soudainement devenues des préoccupations urgentes de survie. J'ai appelé ma meilleure amie, Emma, la seule personne en qui j'avais confiance complètement. Ses parents étaient divorcés, et sa mère,
Sophie, avait toujours été gentille avec moi. Après avoir expliqué ma situation en larmes, Emma parla brièvement avec sa mère, puis me donna la nouvelle qui me sauverait de dormir dehors. Je pouvais rester sur leur canapé-lit pendant 2 semaines pendant que je mettais au point les prochaines étapes. L'appartement de Sophie était petit, un 3 pièces dans lequel elle avait emménagé après son divorce. Emma partageait la 2e chambre avec sa sœur cadette, ne laissant que le canapé du salon pour moi. Néanmoins, c'était un abri, et les seules conditions de Sophie étaient que je continue d'aller à l'école et que j'aide aux tâches ménagères. 2 semaines, dit-elle fermement mais gentiment, je comprends que tu sois dans une situation terrible, Camille, mais j'ai à peine de quoi joindre les 2 bouts moi-même. Tu devras trouver quelque chose de plus permanent. Ces 2 semaines furent un cours intensif sur les responsabilités d'adulte. Pendant la journée, j'ai maintenu une présence parfaite à l'école, ne voulant pas donner d'arguments à mes parents s'ils me déclaraient fugueuse. Les après-midi et les soirs, je travaillais mes quarts réguliers à la bibliothèque et prenais des heures supplémentaires à ranger des étagères dans une épicerie locale. Trouver un logement permanent en tant que mineur s'est avéré presque impossible. Aucun propriétaire ne me louerait sans la signature d'un parent, et même les chambres les moins chères étaient au-delà de ce que je pouvais me permettre en économisant pour le programme d'été et l'université. Finalement, grâce au réseau de Sophie, j'ai été mis en contact avec une femme âgée nommée Geneviève, qui avait besoin d'aide pour les tâches ménagères et l'assistance informatique. En échange du ménage, de la cuisine de 3 dîners par semaine et de lui apprendre à utiliser l'email et les réseaux sociaux, Geneviève m'a offert son sous-sol aménagé avec une entrée séparée. Ce n'était pas l'idéal, l'espace était moisi avec seulement une douche de camping et un mini-réfrigérateur, mais c'était privé et sûr. J'ai aménagé mon petit espace de vie avec un matelas futon acheté dans une friperie et une table pliante pour mon ordinateur portable. L'arrangement avec Geneviève a résolu ma crise du logement, mais a ajouté des responsabilités importantes à mon emploi du temps déjà chargé. Entre 2 emplois, l'école et mes engagements envers Geneviève, j'ai dormi en moyenne 5 heures par nuit. Mes notes ont légèrement souffert alors que l'épuisement faisait des ravages, mais j'ai maintenu une performance académique suffisante pour garder mes perspectives de bourse vivantes. Le coût physique n'était égalé que par le coût émotionnel. Malgré bonne figure à l'école, je me suis endormi en pleurant de nombreuses nuits, la blessure du rejet de mes parents encore vive et douloureuse. 3 semaines après avoir quitté la maison, j'ai reçu un message texte de mon frère Nicolas, les parents s'inquiètent mais ne veulent pas l'admettre. Papa dit que la porte est ouverte si tu es prête à être raisonnable. Après des jours de réflexion, j'ai accepté de rencontrer mes parents dans un café pour discuter d'une potentielle réconciliation. Je suis arrivé pleine d'espoir, voulant désespérément croire qu'ils avaient peut-être reconsidéré leur position. Cet espoir fut rapidement anéanti. Ce qu'ils offraient n'était pas une réconciliation, mais une capitulation. Je pouvais rentrer à la maison si j'abandonnais le programme d'été, remettais mes économies à leur gestion, et m'engageais sur la voie universitaire et professionnelle qu'ils avaient choisie. Ma mère n'essaya même pas de cacher sa satisfaction en présentant ces conditions. Tu vois, juste comme je l'avais prédit, dit-elle avec ce sourire suffisant familier. Bien que je pensais que cela prendrait un mois complet avant que la réalité ne s'impose. Je ne suis pas ici pour supplier, ai-je clarifié, ma voix plus forte que je ne me sentais. Je voulais voir si vous aviez reconsidéré votre position. Notre position, ricana mon père. C'est toi qui as abandonné cette famille. Après que vous m'ayez dit de partir si je n'obéissais pas à vos exigences. Les yeux de ma mère se plissèrent. Nous t'avons donné un choix. Tu as choisi les ordinateurs plutôt que ta famille. Maintenant tu vois les conséquences de cette décision insensée. Je les ai regardés, je les ai vraiment regardés, et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais pleinement reconnu auparavant. Ils ne voulaient pas ce qui était le mieux pour moi. Ils voulaient ce qui était le plus confortable pour eux. Ma conformité était plus importante que mon bonheur ou mon épanouissement. Je vais bien, dis-je, rassemblant mes affaires. J'ai un logement. Je suis toujours à l'école, et je vais toujours à San Francisco cet été. Avec quel argent, défia mon père. Ces emplois au salaire minimum ne couvriront pas les frais de subsistance et ne permettront pas d'économiser pour l'université. Je me suis levé, me sentant soudain plus grande que mes 1m63. J'ai trouvé une solution et je continuerai d'en trouver, sans votre aide. En m'éloignant de ce café, ma mère appela après moi, l'orgueil précède la chute, Camille. Tu reviendras quand tu échoueras. Ces mots ont allumé quelque chose en moi. Pas seulement de la colère, mais une détermination féroce. Je n'échouerai pas. Je ne pouvais pas échouer.
Je réussirais, non pas malgré leur manque de soutien, mais pour prouver qu'ils avaient tort sur tout ce qu'ils pensaient savoir de moi. Les mois qui suivirent furent éprouvants, mais productifs. J'ai obtenu une bourse prestigieuse qui couvrirait 75% des frais de scolarité dans plusieurs excellents programmes d'informatique. J'ai maintenu mes arrangements avec Geneviève, qui était devenue une sorte de grand-mère de substitution, sincèrement ravie de sa nouvelle capacité à passer des appels vidéo avec ses petits-enfants grâce à mes leçons. Le programme d'été Técart a dépassé même mes attentes les plus élevées. Pendant 8 semaines, j'ai vécu dans un dortoir avec 20 autres jeunes programmeurs, tous animés par une véritable passion pour la technologie. Pour la première fois, j'étais entouré de personnes qui parlaient mon langage et valorisaient mes capacités. Notre équipe a développé une application mobile qui aidait à connecter les jeunes sans-abri avec les ressources locales, un projet inspiré par mes propres expériences récentes. Quand le programme s'est terminé, j'avais 3 réalisations importantes, un solide portfolio de travaux, un réseau de contacts dans l'industrie, et le plus important, la connaissance inébranlable que j'étais sur la bonne voie. Un de nos mentors, impressionné par mes compétences en codage et mon éthique de travail, m'a même offert un poste à distance à temps partiel que je pourrais conserver tout en allant à l'université. Alors que je montais dans l'avion pour retourner à Paris, j'ai réfléchi à la prédiction de ma mère que je serais de retour en suppliant dans un mois. Presque 6 mois s'étaient écoulés, et non seulement j'avais survécu, mais je commençais à prospérer. Le chemin à parcourir serait encore difficile, mais j'avais prouvé à moi-même que j'avais la force de le parcourir seul si nécessaire. Mon acceptation au programme d'informatique d'une université de renom en province s'accompagna d'une réalisation douce amère. Pour la première fois de ma vie, je n'avais personne avec qui partager ma réussite. Pas de parents fiers pour prendre des photos le jour du déménagement. Pas de dîner de famille pour célébrer cette étape importante. Au lieu de cela, j'ai emballé mes quelques affaires dans la vieille valise de Geneviève et pris un bus pour le campus seul. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le profond soulagement qui m'a envahi en entrant dans mon dortoir. Après des mois d'instabilité, j'avais enfin un endroit légitime où appartenir. Ma chambre était minuscule avec des meubles institutionnels et des murs en parpaing, mais elle représentait quelque chose de précieux, la stabilité. Pour les 4 années suivantes, j'aurais un logement garanti, accès aux salles à manger, et le plus important, la liberté de poursuivre ma passion sans excuse ni justification. Ma colocataire Léa était étudiante en génie mécanique de Seattle avec des cheveux bleus vifs et un rire contagieux. Le soir de notre arrivée, après que j'ai expliqué ma situation familiale abrégée, elle déclara « Eh bien, tu as une nouvelle famille maintenant, une qui a réellement du sens. » Fidèle à sa parole, Léa est devenue ma première amie d'université et m'a présenté à un cercle d'étudiants en sciences et ingénierie qui abordaient la vie avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Pour la première fois, mes aptitudes techniques étaient considérées comme un atout plutôt qu'une bizarrerie. Dans les groupes d'études et les laboratoires de codage, mes contributions étaient valorisées, mes idées respectées. La confiance que cela m'a donnée s'est étendue au-delà des études, m'aidant à développer une identité sociale non contrainte par les attentes étroites de mes parents. Pendant mon premier semestre, j'ai rencontré la professeure Sophie Martin, qui était devenue la mentor dont j'avais désespérément besoin, une femme pionnière en informatique qui avait combattu sa propre part de préjugés sexistes dans ce domaine. Elle a reconnu quelque chose en moi lors d'une discussion en classe sur l'efficacité algorithmique. « Tu ne te contentes pas de mémoriser des solutions », m'a-t-elle dit après le cours. « Tu comprends les principes sous-jacents et penses avec 3 coups d'avance. » C'est rare même parmi les étudiants talentueux. Sous sa direction, j'ai commencé à travailler sur des projets de recherche qui me mettaient au défi d'élargir mes compétences au-delà du développement d'applications, vers des domaines plus théoriques de l'informatique. Elle m'a poussé à soumettre des articles à des conférences d'étudiants de premier cycle et m'a présenté à ses contacts dans l'industrie. Plus important encore, elle écoutait quand je doutais de moi, offrant le genre de feedback de soutien méshonnête que mes parents ne m'avaient jamais fourni. Le syndrome de l'imposteur est pratiquement un prérequis pour les femmes dans la tech, m'a-t-elle dit pendant une période particulièrement difficile. La clé est de reconnaître le sentiment sans le laisser dicter tes actions. Les réalités financières de l'indépendance continuaient d'être difficiles. Malgré ma bourse, j'avais encore besoin de couvrir mes frais de subsistance et la partie restante des frais de scolarité. Je travaillais 20 heures par semaine au service d'assistance informatique de l'université tout en conservant mon poste à distance auprès de l'entreprise technologique de San Francisco. Le sommeil restait un luxe, mais contrairement à ma débrouille post-expulsion, cet emploi du temps chargé avait un but et une direction. Les vacances présentaient leurs propres obstacles émotionnels. Alors que le campus se vidait pour les fêtes de fin d'année,
je faisais face à la dure réalité de n'avoir nulle part où aller. Pour les premières vacances, je suis resté dans le dortoir presque désert, mangeant un dîner réchauffé seul dans la salle commune. L'expérience fut si déprimante que j'ai juré de ne jamais la répéter. Pour les vacances suivantes, j'ai créé de nouvelles traditions. Léa m'a invité chez sa famille pour Noël pendant notre 2e année. L'année suivante, j'ai organisé un repas de fête pour les marginaux, pour les étudiants internationaux et ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Au cours de ma dernière année, ces rassemblements étaient devenus des invitations très recherchées, la professeure Martin se joignant même à notre célébration éclectique. À travers ces expériences, j'ai progressivement construit ce que Léa avait justement nommé ma famille choisie, un réseau d'amis, de mentors et de collègues qui me soutenaient non par obligation, mais par connexion authentique. Contrairement à l'acceptation conditionnelle avec laquelle j'avais grandi, ces relations étaient basées sur le respect mutuel et des valeurs partagées. L'été avant ma dernière année a marqué un autre tournant. J'ai obtenu un stage chez Horizon Technologies, une entreprise de taille moyenne connue pour son approche innovante des solutions cloud. Mon projet consistait à développer une méthode plus efficace pour le traitement de grands ensembles de données, quelque chose qui s'alignait parfaitement avec mes intérêts de recherche. À la fin de l'été, mon travail avait attiré l'attention de l'équipe de direction d'Horizon. Pendant mon entretien de fin de stage, le CTO m'a offert un poste à temps plein après l'obtention de mon diplôme, avec un salaire de départ qui m'a fait momentanément oublier comment respirer. Quand j'ai récupéré suffisamment pour le remercier, il a secoué la tête. Ne me remerciez pas. Ce n'est pas de la charité ou du favoritisme. Votre travail parle de lui-même. Nous serions stupides de ne pas vous recruter avant nos concurrents. Retourner sur le campus pour ma dernière année semblait triomphal. J'avais obtenu un emploi prestigieux, maintenu une excellente performance académique malgré mes obligations professionnelles, et construit des relations significatives. La jeune fille effrayée de 17 ans, qui s'était tenue sur le porche de ses parents sans nulle part où aller, semblait une personne entièrement différente. Le jour de la remise des diplômes est arrivé avec un temps printanier parfait. Alors que je revêtis ma toge et ma toque, je me suis accordé un moment de réflexion. Mon parcours universitaire avait été non conventionnel et souvent difficile. Mais je n'avais pas simplement survécu. J'avais excellé. Lorsque mon nom fut appelé et que je traversai la scène pour recevoir mon diplôme, les acclamations de Léa, de la professeure Martin et de mes autres amis ont noyé l'absence d'applaudissements familiaux. Plus tard ce soir-là, lors d'un petit dîner de célébration, la professeure Martin m'a remis une carte contenant une citation de Maya Angelou, « Vous rencontrerez peut-être de nombreuses défaites, mais vous ne devez pas être vaincu. » En dessous, elle avait écrit, « Camille, souviens-toi que ta valeur n'a jamais dépendu de leur reconnaissance. J'ai hâte de voir ce que tu bâtiras ensuite. » Cette nuit-là, seul dans ma chambre de dortoir pour la dernière fois, je me suis permis de pleurer, non de tristesse, mais d'un mélange complexe de fierté, de gratitude et d'un chagrin persistant pour le soutien parental que je n'aurais jamais. Le lendemain matin, j'ai emballé mes affaires, maintenant considérablement plus nombreuses que celles avec lesquelles j'étais arrivé, et préparé à commencer le prochain chapitre de ma vie. Plus une étudiante survivant contre vent et marée, mais une professionnelle marchant avec confiance vers son avenir. Mon premier jour chez Horizon Technologies a donné le ton à mes débuts de carrière. Je suis arrivé 1 heure en avance, vêtu d'un blazer et d'un pantalon que je m'étais offert avec ma prime d'embauche. Mon responsable direct, Franck, m'a accueilli avec une pile de documentation technique et les identifiants de connexion pour mon premier projet majeur. Nous ne croyons pas qu'il faille mettre les gens à l'aise avec des tâches subalternes, a-t-il expliqué. Vous nous avez impressionnés pendant votre stage. Maintenant, montrez-nous ce que vous pouvez faire avec de vraies responsabilités. La courbe d'apprentissage était verticale. Je travaillais régulièrement 12 heures par jour, absorbant autant de connaissances que possible tout en prouvant ma valeur à l'équipe. Mon appartement, un petit studio que je pouvais maintenant me permettre seul, me voyait peu, si ce n'est pour les effondrements nocturnes dans mon lit et les douches matinales. Malgré l'emploi du temps éprouvant, je me sentais pleine d'énergie grâce au défi et à la validation de travailler dans un environnement où mes compétences n'étaient pas seulement acceptées mais valorisées. 6 mois après mon arrivée, j'ai identifié une inefficacité significative dans la manière dont notre logiciel gérait le cryptage des données clients. Plutôt que de simplement signaler le problème, j'ai passé plusieurs week-ends à développer une solution potentielle. Quand je l'ai présentée à l'équipe de développement senior, la salle est tombée silencieuse. Cela réduirait le temps de traitement d'environ 60%, a finalement dit l'architecte principal, en examinant mon code. Pourquoi aucun de nous n'a vu cela? Un regard neuf, a suggéré Franck.
Mais je savais que c'était plus que ça. Mon approche venait d'une vision holistique du problème plutôt que de la perspective cloisonnée qui se développe souvent dans les équipes établies. Ma solution de cryptage est devenue le catalyseur d'une ascension professionnelle rapide. En 18 mois chez Horizon, j'ai été promu 2 fois, menant finalement ma propre équipe de développement bien que significativement plus jeune que la plupart de mes collègues. La sécurité financière qui accompagnait ces avancements m'a permis d'enfin aborder les dommages émotionnels causés par mon éloignement familial. J'ai commencé à consulter le docteur Moreau, une thérapeute spécialisée en traumatismes familiaux. Nos séances hebdomadaires m'ont aidé à comprendre comment le comportement contrôlant de mes parents avait façonné ma vision du monde et mes relations. J'ai reconnu des schémas de perfectionnisme, une difficulté à accepter l'aide et une peur persistante que tout échec confirme les prédictions de mes parents concernant mes choix de vie. Vous avez prouvé votre compétence au-delà de tout doute raisonnable, a fait remarquer le docteur Moreau lors d'une séance. La question maintenant est, qui voulez-vous être au-delà de votre travail? Que veut Camille de la vie quand elle ne code pas? Cette question a déclenché une phase importante d'exploration personnelle. J'ai rejoint une salle d'escalade, découvrant un défi physique qui demandait les mêmes compétences de résolution de problèmes que la programmation, mais dans un contexte complètement différent. Je me suis inscrite à un cours d'écriture créative, me donnant la permission d'être débutante en quelque chose sans la pression de l'excellence. J'ai même adopté un chat nommé Algorithme, Ali en abrégé, ma première expérience d'être responsable d'une autre créature vivante. À mesure que je développais une vie plus équilibrée, j'ai aussi commencé à reconnaître les limites de mon rôle chez Horizon. L'entreprise se tournait vers les solutions d'entreprise qui, bien que rentables, ne correspondaient pas à mon intérêt de créer une technologie ayant un impact social plus large. Pendant un hackathon d'entreprise, j'ai développé un prototype pour une plateforme qui aiderait les petites organisations à but non lucratif à tirer parti de l'analyse de données, des capacités généralement disponibles uniquement pour les organisations dotées de budgets informatiques importants. La réponse positive à ce projet parallèle a planté une graine qui a germé au cours des mois suivants. J'ai commencé à documenter un concept d'entreprise les soirs et les week-ends, envisageant une entreprise qui démocratiserait l'accès à de puissants outils de données. Pour mon 24e anniversaire, j'avais un plan d'affaires complet et suffisamment d'économies pour subvenir à mes besoins pendant 6 mois tout en poursuivant cette vision. Quitter Horizon fut difficile mais nécessaire. Franck a essayé de me persuader de rester avec des promesses d'avancement supplémentaires, mais j'avais atteint un point où j'avais besoin de construire quelque chose qui soit véritablement à moi. Je ne suis pas surpris, a-t-il admis quand j'ai présenté ma démission. Vous avez toujours semblé être quelqu'un avec un potentiel de fondatrice. Souvenez-vous juste de nous quand vous chercherez des partenariats. Les premiers jours du lancement de mon entreprise, DataBridge, rappelaient mes premiers mois après avoir quitté la maison, longues heures, résultats incertains et moments fréquents de doute. Les défis techniques, je pouvais les gérer, mais les aspects commerciaux, constitution de société, levée de fonds, marketing, représentaient un territoire entièrement nouveau. 3 mois après le début de cette entreprise, en présentant lors d'un meet-up tech local, j'ai rencontré Michel Lambert, un spécialiste du développement commercial qui avait aidé plusieurs startups à naviguer leurs premières étapes. Contrairement aux professionnels de la finance que j'avais rencontrés lors d'événements de réseautage, Michel posa des questions réfléchies sur les objectifs d'impact social derrière mes spécifications techniques. Vous ne construisez pas juste un autre produit SaaS, a-t-il observé après ma présentation. Vous abordez une véritable lacune du marché avec des implications significatives pour le secteur à but non lucratif, mais votre présentation a besoin de travail si vous voulez que les investisseurs voient cette vision. Notre réunion café la semaine suivante s'est transformée en une session de stratégie de 3 heures. L'expérience de Michel complétait parfaitement mon expertise technique, et son enthousiasme pour la mission de DataBridge correspondait au mien. Lorsqu'il a proposé de se joindre en tant que fondateur, gérant les opérations commerciales pendant que je me concentrais sur le développement du produit, la décision semblait naturelle malgré ma prudence habituelle concernant les partenariats. Avec les relations et le sens des affaires de Michel, nous avons obtenu notre première levée de fonds d'amorçage en 2 mois. L'investissement nous a permis d'embaucher 2 développeurs supplémentaires et de déplacer les opérations de mon appartement vers un petit bureau. Notre premier client majeur, une coalition d'organisations environnementales à but non lucratif, a signé peu de temps après, fournissant une validation cruciale de notre concept. L'année suivante s'est écoulée dans un flou de sprints de développement, de réunions clients et de croissance rapide. Pour notre premier anniversaire, DataBridge s'était étendu pour former une équipe de 12 personnes et approchait de la rentabilité, une réussite rare pour une start-up. À ce stade, les publications de l'industrie ont commencé à prendre note,
avec TechWeek nous nommant l'une de leurs startups à surveiller et me profilant comme une leader émergente dans la technologie à impact social. À mesure que notre entreprise grandissait, mon profil public grandissait aussi. J'ai été invité à prendre la parole lors de conférences, à participer à des tables rondes et même à donner des conférences invitées à mon alma mater. Chaque apparition publique nécessitait de surmonter ma gêne profondément enracinée face à la visibilité, mais je reconnaissais l'importance de la représentation dans une industrie encore dominée par les hommes. Après une présentation particulièrement réussie lors d'une grande conférence technologique, un journaliste m'a posé des questions sur mes origines et mes influences. La question m'a prise au dépourvu. J'étais devenu adepte de la discussion de mes réalisations techniques et de ma vision d'entreprise, mais parlais rarement en public de mon parcours personnel. J'ai été autodidacte dès mon plus jeune âge, ai-je répondu prudemment, et j'ai eu la chance d'avoir des mentors qui ont vu mon potentiel quand d'autres ne l'ont pas vu. L'article qui a suivi m'a décrite comme étant extrêmement discrète sur ses origines, mais passionnée par la création de voies d'accès pour les personnes issues de milieux non traditionnels. En lisant ces mots, j'ai réalisé que j'avais élaboré un récit qui reconnaissait mon parcours sans en révéler les aspects douloureux. Pour mon 26e anniversaire, j'ai atteint une étape personnelle qui revêtait une profonde signification symbolique, l'achat de ma première maison. La maison de ville à 3 chambres était modeste selon les normes d'une fondatrice prospère, mais représentait une sécurité que j'avais autrefois cru impossible. Quand j'ai signé les documents de clôture, je me suis souvenu de la terreur de n'avoir nulle part où vivre à 17 ans et j'ai ressenti une vague de fierté si intense qu'elle m'a tiré des larmes. Ce soir-là, seul dans ma nouvelle maison, j'ai ouvert une bouteille de champagne et porté un toast silencieux à mon moi plus jeune. La fille qui s'était tenue sur le porche de ses parents avec rien d'autre qu'un sac à dos et de la détermination. Elle n'aurait jamais pu imaginer la vie que je menais maintenant, l'entreprise que j'avais bâtie, ou la confiance que j'avais acquise. Succès externe mis à part, peut-être ma plus grande réussite fut de prouver que la vision de mes parents pour mon avenir avait été catastrophiquement erronée. L'ironie ne m'échappait pas qu'alors que DataBridge continuait d'attirer l'attention et les investissements, mon histoire personnelle restait largement non racontée. J'avais construit une vie et une carrière qui impressionneraient même les parents les plus exigeants. Pourtant, les 2 personnes qui auraient dû être les plus fières n'avaient aucune connaissance de mes réalisations. Dans des moments d'honnêteté avec moi-même, j'ai reconnu que leur absence laissait toujours une blessure que le succès seul ne pouvait guérir. Je ne savais pas que le silence entre nous était sur le point de prendre fin d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Le premier contact est arrivé un mardi matin ordinaire. J'étais en train de passer en revue les projections trimestrielles avec Michel quand mon assistante m'a interrompu avec un message urgent. Quelqu'un se prétendant être ma mère avait appelé le bureau 3 fois, insistant sur le fait que c'était une urgence familiale. Je me suis excusé, le cœur battant, et j'ai rappelé depuis mon bureau privé. « Camille, c'est bien toi. » La voix de ma mère sonnait différemment, tendue et en quelque sorte plus petite que dans mes souvenirs. « Oui, c'est moi, » ai-je répondu, surprise par mon propre calme. « Quelle est l'urgence ?» Il y eut une pause avant qu'elle ne réponde. « Ton père a eu une crise cardiaque il y a 3 jours. Il est stable maintenant, mais c'était sérieux. Triple pontage coronarien. » La nouvelle m'a frappé avec une force inattendue. Malgré tout, la pensée de la mortalité de mon père m'a bouleversé. « Je suis désolé d'apprendre cela, » ai-je dit. « Est-il? Va-t-il se rétablir? » Les médecins sont optimistes, mais ça a été difficile. Sa voix se brisa légèrement. « Les choses ne vont pas bien pour nous, Camille. » Pas depuis longtemps. J'ai attendu, peu disposé à lui faciliter la tâche. Après 10 ans de silence, elle devrait faire plus que laisser entendre des difficultés. L'entreprise de ton père a fait faillite il y a 2 ans, continua-t-elle quand je ne répondis pas, le ralentissement économique, de mauvais investissements, nous avons perdu la maison. Nous vivons dans un appartement et maintenant avec ses factures médicales. Elle laissa sa phrase en suspens. Je vois, dis-je, traitant encore cette révélation. Et vous me contactez maintenant parce que... Parce que nous sommes tes parents, répondit-elle, un soupçon de l'ancienne indignation se glissant dans son ton. Malgré tout, la famille c'est la famille. La conversation se termina maladroitement avec ma promesse de réfléchir aux choses et son accord pour m'envoyer les informations de l'hôpital de mon père par SMS. Dès que nous avons raccroché, je suis restée assise dans un silence stupéfait, essayant de démêler mes émotions. Ce soir-là, j'ai contacté Emma, qui était restée dans notre ville natale et entendait occasionnellement les ragots locaux sur ma famille. Ces informations confirmèrent et développèrent les affirmations de ma mère.
L'entreprise de construction de mon père s'était bel et bien effondrée, avec des rumeurs de mauvaise gestion et de dettes croissantes. Mon frère Nicolas avait déménagé en Arizona il y a des années et rendait rarement visite. Mes parents avaient été forcés de vendre leur maison et la plupart de leurs biens. J'ai entendu dire qu'ils posaient des questions sur toi, ajouta Emma. Quelqu'un a vu ta photo dans un magazine économique chez le dentiste. La nouvelle a circulé que tu t'en étais bien sorti. Le moment du contact de ma mère avait maintenant plus de sens. Ce n'était pas seulement la crise de santé de mon père, mais la découverte de mon succès qui l'avait incité à me contacter après une décennie de silence. Au cours des semaines suivantes, les tentatives de contact de ma mère ont augmenté en fréquence et en urgence. Des emails arrivèrent décrivant la difficile convalescence de mon père et leurs problèmes financiers croissants. Des messages vocaux s'accumulèrent, son ton passant d'informatif à de plus en plus implorant. La goutte d'eau fut quand elle obtint d'une manière ou d'une autre mon numéro de portable personnel et commença à appeler quotidiennement, parfois plusieurs fois. Un soir, mon téléphone affichait 15 appels manqués de son numéro. Quand j'ai finalement répondu, son soulagement était palpable. « Camille, Dieu merci. Nous essayons de te joindre depuis des semaines. »« J'en suis consciente, » ai-je répondu, gardant ma voix neutre. « Qu'est-ce que vous voulez exactement de moi, maman ?» Le caractère direct de mes questions sembla la prendre au dépourvu. « Nous voulons renouer, faire amende honorable. La frayeur concernant la santé de ton père nous a fait réaliser ce qui est vraiment important. »« Et qu'est-ce que c'est exactement ?»« La famille, dit-elle simplement. Nous sommes toujours tes parents, Camille. Rien ne peut changer cela. » J'ai failli rire de l'ironie. Vous sembliez plutôt clair sur la rupture de cette relation quand vous m'avez mise dehors à 17 ans. Nous avions tort, admit-elle. Les mots clairement difficiles pour elle. Nous ne comprenions pas tes intérêts, mais nous avons vu à quel point tu as réussi. Nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Voilà, c'était là, la reconnaissance de mon succès. Pas mon bonheur ou ma croissance personnelle, mais mes réalisations mesurables et publiquement visibles. Ils étaient fiers maintenant qu'il y avait quelque chose dont se vanter. Maintenant que mes choix de vie avaient été validés par des critères externes qu'ils comprenaient, l'argent, le statut professionnel, la reconnaissance. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, lui ai-je dit, peu disposé à m'engager sur quoi que ce soit sous le coup de l'émotion. Bien sûr, accepta-t-elle rapidement. Mais s'il te plaît, ne tarde pas trop. Ton père demande de tes nouvelles tous les jours. Après avoir raccroché, j'ai appelé le docteur Moreau et fixé une séance d'urgence. Ses conseils m'ont aidé à trier les émotions complexes que ce contact avait déclenchées, la colère, la justification, une blessure persistante et une nostalgie inattendue. Le pardon et la réconciliation sont des choses distinctes, me rappela-t-elle. Vous pouvez leur pardonner pour votre propre paix sans reprendre une relation qui pourrait être nuisible. J'ai également demandé conseil aux personnes qui étaient devenues ma famille choisie. Léa, maintenant ingénieure aérospatiale à Houston, est venue en avion pour un week-end afin de m'aider à gérer la situation. La professeure Martin m'a invité à dîner et à écouter pendant que je travaillais sur mes sentiments conflictuels. Même Geneviève, maintenant octogénaire, a offert sa perspective lors de notre appel vidéo mensuel. Les gens peuvent changer, a-t-elle dit pensivement. Mais tout le monde ne le fait pas, même quand ils pensent l'avoir fait. Faites confiance aux preuves, pas aux mots. Après des semaines de réflexion et d'innombrables listes d'avantages et d'inconvénients, j'ai pris ma décision. Je rencontrerai mes parents, les écouterai pleinement, mais maintiendrai des limites fermes. Cela se déroulerait selon mes conditions, dans un lieu neutre et avec des contraintes de temps claires. J'ai choisi un restaurant tranquille à mi-chemin entre ma maison et leur appartement, arrivant tôt pour choisir une table offrant à la fois de l'intimité et un accès facile à la sortie. Quand ils sont entrés, leur vue fut saisissante. Mon père, autrefois robuste et intimidant, semblait diminuer, ses épaules voûtées et son visage ridé. Ma mère avait également vieilli, son apparence soigneusement entretenue montrant maintenant des signes de tension financière. Ils m'ont repéré et se sont arrêtés momentanément, peut-être également déconcertés par les changements qu'une décennie avait opérés en moi. À mesure qu'ils approchaient, je me suis levé, mais n'ai pas offert de câlins ni de salutations chaleureuses. Nous nous sommes serrés la main comme des connaissances d'affaires, la formalité un bouclier contre l'intimité prématurée. « Tu as l'air bien », dit ma mère, ses yeux parcourant mon blazer ajusté et ma posture assurée. « Merci », ai-je répondu. « Comment va ta convalescence ?» J'ai adressé la question à mon père. « Mieux chaque jour »,
a-t-il répondu. Sa voix plus douce que dans mes souvenirs. Les médecins disent que je dépasse les attentes. La conversation s'est déroulée prudemment, abordant des mises à jour de surface sur la santé, le travail et les circonstances générales de la vie. J'ai partagé des informations sélectionnées sur DataBridge sans révéler de détails personnels. Ils m'ont parlé de leur vie réduite et du travail à temps partiel de mon père en tant que consultant depuis la faillite de son entreprise. À l'arrivée du plat principal, ma mère a finalement abordé l'éléphant dans la pièce. Nous te devons des excuses, Camille. La façon dont les choses se sont terminées entre nous, ce n'était pas juste. Mon père hocha la tête. Nous étions trop rigides, trop convaincus de savoir ce qui était le mieux. Et qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé directement. À part découvrir que j'ai réussi dans le domaine que vous m'avez découragé de poursuivre. L'expression de ma mère se crispa, ce regard défensif familier traversant brièvement son visage avant qu'elle ne le contrôle. Nous avons eu le temps de reconsidérer bien des choses. Perdre l'entreprise, notre maison. Cela fait réaliser que le statut n'est pas tout. Nous avions tort de penser que l'informatique n'était pas une carrière pour une femme, ajouta mon père. Évidemment, tu l'as prouvé. Leurs excuses semblaient sincères, mais incomplètes, axées davantage sur le fait d'avoir eu tort concernant mes perspectives de carrière que sur le mal plus profond qu'ils avaient causé en retirant amour et soutien de manière conditionnelle. Quand j'ai fait remarquer cela, ma mère a tenté de reformuler l'histoire. Nous n'avons jamais cessé de t'aimer, Camille. Nous essayons de te guider vers ce que nous pensions être le mieux. En me mettant dehors, ai-je contesté, en me menaçant d'être sans abri, en souriant d'un air suffisant et en prédisant mon échec. J'ai gardé ma voix égale malgré l'émotion qui montait en moi. Ce n'était pas de la guidance, maman. C'était du contrôle. Nous avions tort, interjeta mon père, me surprenant par sa franchise. J'avais tort. J'étais si convaincu que ma voie était la seule vers la sécurité et le respect que je ne pouvais pas voir que le monde changeait. Je ne pouvais pas voir que tu avais des dons qui méritaient d'être nourris, pas supprimés. L'aveu semblait sincère, ses yeux rencontrant les miens sans défensive. Ma mère, cependant, était moins disposée à accepter l'entière responsabilité. Il faut comprendre notre perspective, insista-t-elle. Nous avons grandi à des époques différentes avec des valeurs différentes. Et tu étais si jeune pour prendre des décisions aussi importantes. J'étais jeune, ai-je acquiescé. J'avais besoin de soutien et de conseils, pas d'ultimatum. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, j'ai dû trouver comment survivre tout en terminant le lycée, comment obtenir un financement universitaire sans soutien parental, comment bâtir une vie à partir de zéro, parce que les personnes qui auraient dû être mon filet de sécurité sont devenues la menace que je devais surmonter. Mon récit s'enfare de ces premiers mois dormant sur le canapé d'Emma, travaillant plusieurs emplois, l'arrangement au sous-sol avec Geneviève a visiblement affecté mon père. Il baissa les yeux vers son café, les épaules affaissées avec ce qui semblait être un remords sincère. Ma mère maintint son calme, mais ne put tout à fait croiser mon regard. Nous ne savions pas, dit-elle doucement. Nous pensions que tu étais allé rester chez des amis de ce club informatique. Nous nous sommes dit que tu allais bien, que tu avais besoin d'apprendre l'indépendance à la dure. Avez-vous jamais vérifié, ai-je demandé. Avez-vous jamais appelé mon école, contacté mes amis, fait quoi que ce soit pour vérifier que votre fille de 17 ans n'était pas sans abri ou en danger? Leur silence fut une réponse suffisante. Je ne partage pas cela pour vous punir, ai-je poursuivi après un moment. Je le partage parce que toute relation que nous construisons maintenant doit être basée sur la vérité, pas sur des révisions opportunes de ce qui s'est passé. J'ai survécu et j'ai finalement prospéré. Mais ce n'était pas grâce à votre approche parentale. C'était malgré elle. Mon père tendit la main à travers la table, sans tout à fait toucher la mienne, mais faisant le geste. Tu as raison. Et je suis si profondément désolé, Camille. Pas seulement pour ce que nous avons fait, mais pour ce que nous avons manqué. Ta remise de diplôme, ton premier emploi, le succès de ton entreprise. Tous les moments où nous aurions dû être là pour célébrer. La sincérité dans sa voix atteignit quelque chose en moi que j'avais gardé soigneusement protégé. Pour la première fois, je me suis permis de reconnaître non seulement ma colère face à leur rejet, mais aussi mon chagrin pour les parents dont j'avais eu besoin et que je n'avais jamais eu. Ma mère, sentant le changement, a tenté d'orienter la conversation vers des questions pratiques. Nous sommes si fiers de ce que tu as accompli. Ton père et moi avons lu tout ce que nous pouvions trouver sur ton entreprise.
La façon dont tu as aidé ces organisations caritatives avec leurs besoins en données est remarquable. J'ai reconnu la déviation pour ce qu'elle était, un repli vers un terrain plus sûr, mais j'ai aussi entendu l'admiration sincère dans sa voix. Cela avait toujours été notre défi, son incapacité à se connecter émotionnellement contre mon besoin de reconnaissance authentique au-delà des réalisations. Merci, ai-je reconnu. Mais mon travail n'est qu'une partie de qui je suis. Si nous devons avoir une relation, j'ai besoin que vous vous intéressiez à moi en tant que personne, pas seulement en tant que fondatrice prospère que vous pouvez maintenant fièrement revendiquer. Le caractère direct de cette déclaration l'a clairement prise au dépourvu. Après un moment d'hésitation, elle a demandé « Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du travail ces jours-ci » La question était maladroite, mais représentait un petit pas. Alors que notre conversation se poursuivait, j'ai défini des limites claires pour aller de l'avant. Je ne fournirai pas de soutien financier direct, mais pourrais les aider à naviguer les ressources pour les factures médicales de mon père. Je serais ouverte à des contacts réguliers, mais me retirerai immédiatement si d'anciens schémas de critique ou de manipulation émergeaient. Le plus important, je ne ferai pas semblant que le passé n'avait pas eu lieu ou que la confiance pouvait être instantanément rétablie. Reconstruire une relation prendra du temps et des efforts constants de nous tous, ai-je expliqué. Je suis prête à essayer si vous l'êtes, mais avec la compréhension que nous créons quelque chose de nouveau, pas un retour à ce qui était. Au moment où nous avons quitté le café, nous avions atteint une compréhension provisoire. Pas la réconciliation dramatique de câlins en larmes et de blessures instantanément guéries que les films pourraient dépeindre, mais une reconnaissance réaliste des torts passés et un espoir prudent d'une connexion future plus saine. Alors que je les regardais marcher vers leur voiture, mon père se déplaçant lentement avec sa démarche post-chirurgicale, ma mère ajustant son pas pour correspondre au sien, j'ai ressenti un sentiment de paix inattendu. La colère qui avait autrefois alimenté ma détermination à réussir n'avait pas entièrement disparu, mais elle ne définissait plus ma relation avec eux ou avec moi-même. De retour dans mon bureau le lendemain, Michel a immédiatement remarqué le changement. « Tu as l'air différente, plus légère en quelque sorte. » J'ai confronté mes parents hier, ai-je expliqué. Je les ai vraiment confrontés à propos de tout. Et il a incité quand je n'ai pas immédiatement continué. Et cela n'a pas tout réglé, mais cela a changé quelque chose d'important. J'ai souri légèrement. J'ai réalisé que je n'avais plus besoin de leur approbation. Je n'ai même pas besoin de leur compréhension complète. Ce dont j'avais besoin, c'était de dire ma vérité et de fixer mes limites. Dans les mois qui ont suivi, nous avons établi un nouveau type de relation. Pas le lien étroit que certaines familles apprécient, mais une connexion respectueuse qui reconnaissait à la fois notre histoire partagée et nos parcours séparés. Mon père, humilié par les problèmes de santé et la faillite de son entreprise, montra un intérêt sincère à comprendre mon travail et ma vie. Ma mère essaya à sa manière, bien que des habitudes fassent parfois surface dans des commentaires ou des attentes que je devais aborder directement. Pour le premier anniversaire de nos retrouvailles, je les ai invités à visiter les bureaux de DataBridge, leur première visite dans mon monde professionnel. Regardant leur réaction alors que les employés me saluaient avec un respect évident, tandis que Michel leur présentait nos réussites clients, je reconnus la complexité du moment. Leur fierté était maintenant sincère, mais elle venait trop tard pour revendiquer le mérite du chemin que j'avais forgé sans eux. Plus tard ce soir-là, lors d'un dîner chez moi, mon père leva son verre pour un toast à Camille, qui a réussi non pas grâce à notre sagesse, mais grâce à sa propre force et détermination. La reconnaissance provoqua des larmes inattendues dans mes yeux, non pas parce que j'avais encore besoin de sa validation, mais parce que cela représentait une vérité que nous pouvions enfin partager. En repensant à mon parcours, de cette jeune fille terrifiée de 17 ans à la femme confiante de 30 ans que je suis aujourd'hui, je comprends que les mots cruels que ma mère a prononcés sur son porche contenaient un cadeau involontaire. « Tu reviendras en suppliant dans un mois », avait-elle prédit, sans jamais imaginer que ces mots allumeraient une détermination qui me porterait à travers chaque défi ultérieur. La plus grande victoire ne fut pas de lui prouver qu'elle avait tort concernant ma trajectoire professionnelle. Ce ne fut même pas la construction d'une entreprise prospère ou l'atteinte d'une sécurité financière au-delà de ce qu'ils avaient imaginé pour moi. Le véritable triomphe fut de découvrir ma propre résilience, de construire des liens authentiques basés sur le respect mutuel plutôt que l'obligation, et d'apprendre que la famille, qu'elle soit biologique ou choisie, doit nourrir votre moi authentique, pas exiger sa reddition. Aujourd'hui, ma relation avec mes parents continue d'évoluer dans les limites que j'ai établies. J'ai choisi de leur accorder une place dans ma vie sans leur donner de pouvoir sur mon estime de moi ou mon bonheur. Cet équilibre représente peut-être la leçon la plus importante de mon parcours, que le pardon ne nécessite pas d'oublier,
que la compassion n'exige pas la vulnérabilité, et que la famille que nous créons par nos choix peut être plus nourrissante que celle dans laquelle nous sommes nés. Et vous? Avez-vous déjà eu à prendre des décisions difficiles concernant les relations familiales? Avez-vous lutté avec l'amour conditionnel ou dû établir des limites avec vos parents? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et si mon histoire a résonné en vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour des conversations plus authentiques sur le dépassement des défis de la vie. Souvenez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres. Parfois, les personnes qui devraient voir votre valeur le plus clairement sont celles qui sont le moins équipées pour le faire. Merci d'avoir écouté mon histoire et je vous souhaite du courage pour écrire la vôtre.